Cher Jean-Louis Ranchon, vous êtes professeur émérite à l'Université catholique de Louvain, à l'Université Saint-Louis à Bruxelles, à la faculté de droit, juriste. Vous êtes l'auteur d'un livre que l'on peut trouver dans la pièce à côté, Où va la famille, droit et psychanalyse, avec Jean-Pierre Lebrun, collection Humus chez RS. J'attends votre intervention avec beaucoup d'intérêt. L'autorité parentale est-elle une institution civilisatrice? Je parle toujours. Oui. Et oui, c'était la manière dont j'enseignais, debout. Mon médecin me disait d'ailleurs que c'était excellent pour ma santé de rester longtemps debout. Alors, première considération, l'humilité, parce que tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, hier, avant-hier, est tellement différent du travail qui est le mien, qu'on perçoit encore mieux précisément le fait que le champ dans lequel on travaille est nécessairement étroit et limité et ne permet pas d'appréhender tout ce que vous nous avez expliqué jusqu'à présent. Et merci à Marie-Elisabeth de nous permettre et de me permettre de vivre de telles rencontres. Parce que le métier, la fonction d'un professeur de droit, c'est a priori de décrire et d'expliquer les règles de droit. Pas nécessairement passionnant, d'autant que ces règles, comment dirais-je, sont souvent imprécises, difficiles à décrypter, provoquent l'embarras et l'incompréhension de nos étudiants et peuvent paraître au surplus parfois absconnes. Heureusement, et c'est le choix que j'ai fait dans ma carrière, ce n'est pas suffisant de se limiter à expliquer les règles de droit. Ce à quoi je me suis régulièrement attaché, c'est à chercher à mettre en lumière le discours politique, puisqu'il y a toujours derrière les règles de droit une décision politique. Et nous sommes d'ailleurs amenés, comme professeurs de droit, à descendre régulièrement au Parlement et à rencontrer les hommes politiques qui produisent ces règles de droit. Et donc, essayer de mettre en lumière le discours politique qui a fondé et justifié ces règles de droit. Et dès lors, à mettre les règles de droit en lien avec les mouvements de fond qui traversent nos sociétés contemporaines. Car nos règles de droit nous disent tout autant que les analyses philosophiques, sociologiques, ce qu'il en est aujourd'hui de notre société. C'est donc ce travail que je vais vous proposer d'effectuer à propos des règles de droit qui organisent l'autorité parentale et de l'évolution du discours politique, des discours politiques qui ont été et qui sont aujourd'hui tenus à la base de ces règles de droit. Je le ferai bien sûr dans le contexte de notre colloque en me demandant dans quelle mesure l'autorité parentale est ou reste civilisatrice et contribue à la santé mentale des enfants et des adolescents. Deux précisions terminologiques d'abord. 1. L'autorité parentale, c'est la manière de désigner dans notre code civil français comme belge la fonction parentale. C'était le terme qui paraissait adéquat, car cette fonction, pensait-on, implique l'exercice d'une autorité. Ce terme, nous allons y venir, est aujourd'hui remis en question dans la mesure où c'est le principe même de l'autorité exercée par les parents sur leurs enfants qui a été remis en question. D'ailleurs, dans d'autres systèmes juridiques, et notamment dans les textes de droit européen, que ce soit les textes du Conseil de l'Europe ou les textes de l'Union européenne, on a préféré aujourd'hui parler de la responsabilité parentale, ce qui, d'un point de vue juridique, est problématique, car le terme responsabilité évoque aussi le fait de devoir réparer une faute que l'on a commise, ce qui entraîne évidemment une confusion dans les concepts. Deuxième précision terminologique, le terme civilisé. Alors,
comme comment dirais-je, n'avais pas votre bagage intellectuel me permettant de comprendre tout ce qui vous permet d'appréhender ce qu'est une civilisation, je me suis bêtement tourné vers les dictionnaires et il y a en réalité deux définitions du terme civilisé dans la plupart des dictionnaires. La première définition, qui est en lien avec l'étymologie du terme, parce que cela renvoie au terme romain civilis, civitas, et donc Marie-Élisabeth l'a cité. La première signification, c'est donc ce qui contribue au développement de la cité, au développement de la citoyenneté, c'est-à-dire de la perception par les membres d'une société qu'ils sont reliés les uns aux autres et que l'intérêt collectif surplombe, pour reprendre une expression de Jean-Pierre, surplombe les intérêts personnels, exactement comme on a pu parler des hommes ou des femmes d'État qui, a priori, font passer leur perception de l'intérêt général avant la promotion de leurs intérêts plus spécifiques ou plus particuliers. Cela, c'est la première signification dans les dictionnaires, d'où la seconde signification qui est plus commune, qui est plus banale, on dira, mais qui renvoie à ce qu'on appelle les civilités ou aujourd'hui les incivilités. Civiliser, c'est rendre plus affables les uns à l'égard des autres. Venons-en donc à l'autorité parentale et à la manière dont elle a été organisée, conçue depuis la Révolution des Lumières et l'avènement de nos sociétés démocratiques occidentales. Je ne remonterai pas plus haut. Même si on a pu légitimement considérer le Code Napoléon comme une des expressions du patriarcat, j'ai souvent cité dans mes écrits, et reproduit d'ailleurs dans les textes que nous mettons à la disposition de nos étudiants, ce qui avait pu être dit à l'aube du XIXe siècle par les auteurs de notre Code civil franco-belge, puisque nous partons du même Code civil, lorsqu'ils expliquèrent ce que l'autorité parentale représentait à leurs yeux. C'est un peu long, mais je trouve que cela vaut la peine de le lire entièrement. C'est un court extrait, mais après ce qu'on a entendu sur ce que représente aujourd'hui la séduction des écrans pour nos enfants, on pourrait peut-être revenir à cette définition. Nous naissons faibles, assiégés par les maladies et les besoins. La nature veut que, dès le premier âge, celui de l'enfance, le père et la mère aient sur leurs enfants une puissance qui est toute de défense et de protection. Dans le second âge, vers l'époque de la puberté, l'enfant a déjà observé, réfléchi, mais à ce moment même où l'esprit commence à exercer ses forces, où l'imagination commence à déployer ses ailes, où nulle expérience n'a encore formé le jugement, c'est à ce moment où, faisant les premiers pas dans la vie, livré sans défense à toutes les passions qui s'emparent de son cœur, je manque un peu de lumière pour pouvoir tout à fait lire, vivant de désirs, exagérant ses expériences, il s'aveugle sur les obstacles, qu'il a surtout besoin qu'une main ferme le protège contre ses nouveaux ennemis, le dirige à travers ses écueils. C'est à cette époque qu'il a besoin d'un conseil, d'un ami, qui puisse défendre ses valeurs naissantes contre les séductions de toute espèce qui l'environnent, qui puisse seconder la nature dans ses opérations, hâter, féconder, agrandir son heureux développement. L'autorité parentale, qui est à ce moment-là toute d'administration domestique et de direction, pourra seulement prouver tous ses avantages en ajoutant la vie morale à l'existence physique et dans l'homme naissant préparer le citoyen. Ce qui fondait donc juridiquement l'autorité parentale, c'était cet objectif d'instituer un citoyen, ou pour reprendre l'expression qui a le plus souvent été utilisée, pour socialiser l'enfant, c'est-à-dire l'intégrer dans la société et en faire un acteur engagé dans la société. En ce sens, l'autorité parentale était, à mes yeux, elle reste toujours, une institution sociale, au même titre, par exemple, que l'école. Si
comme nous allons le voir, pareille perspective sera ultérieurement remise en question. C'est toujours la même vision qui, 150 ans après les auteurs du Code Napoléon, sera renouvelée par Hannah Arendt, parce que même les juristes lisent Hannah Arendt à l'occasion, n'est-ce pas? Je n'ai pas la même culture que vous, mais je connaissais bien Hannah Arendt, puisque j'ai effectivement été lire « Qu'est-ce que l'éducation ?» n'est-ce pas? Lorsqu'elle écrivait notamment qu'avec la conception et la naissance, les parents n'ont pas seulement donné la vie à leurs enfants, ils les ont en même temps introduits dans un monde. En les éduquant, ils assument la responsabilité de la vie et du développement de l'enfant, mais aussi celle de la continuité du monde. Et même tout récemment, en 2003, donc on n'a pas encore abandonné cette conception, la Cour constitutionnelle belge a donné de l'autorité parentale une définition qui n'est finalement pas si éloignée de ce qui avait été dit en 1804. L'autorité parentale est une institution qui vise en premier lieu à accorder une protection à l'enfant mineur, qui, en raison de sa vulnérabilité et de son immaturité physique et mentale, doit recevoir des soins spécifiques et bénéficier d'une protection particulière. Dans le but d'accorder cette protection et dans le souci de sa socialisation, le législateur a confié cette autorité, en premier lieu, aux parents de l'enfant. C'est donc bien, si on prend les mots à la lettre, bien évidemment, tout cela a été formulé, dira-t-on, dans une perspective quelque peu élitiste, mais si on prend les mots à la lettre, c'est donc bien une responsabilité sociétale, civique, qui a été attribuée aux pères et mères de l'enfant. Ce furent d'ailleurs aussi l'objectif et la fonction assignée à l'école, lorsqu'elle devint, vers la fin du XIXe siècle, obligatoire pour tous. Dans sa célèbre lettre aux instituteurs, qu'il leur adressa, comme tout le monde le sait, après la promulgation des lois françaises scolaires de 1881 et 1882, Jules Ferry, le fondateur de l'École de la République, leur écrivait que si l'on avait sorti l'école de l'enseignement religieux, puisque c'était évidemment le principal objectif de la réforme Ferry, n'est-ce pas, on y avait placé par contre au premier rang l'enseignement moral et civique. Même si l'instituteur, leur expliquait-il, n'était que l'auxiliaire et à certains égards le suppléant du père de famille, l'instituteur, en même temps qu'il apprend aux enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale, qui ne sont pas moins universellement acceptées que celles du langage et du calcul. Ce fut, d'ailleurs l'époque serait-elle révolue, où, n'est-ce pas, on appelait l'instituteur le maître d'école, et pour les femmes, la maîtresse ou ma maîtresse, certains enfants utilisent encore cette expression-là, et qui ne se rappelle dans ma génération la chanson pleine de respect et de tendresse de Bourvil, « Monsieur le maître d'école », concevrait-on encore de chanter cette chanson aujourd'hui? Alors voilà, qu'est-ce qui, par rapport à ce discours politique qui paraîtra à d'aucuns désuet, voire, comme on dit parfois aujourd'hui, dépassé, qu'est-ce qui a fait bouger les lignes? Même si, parce qu'il y a un débat aujourd'hui, vous avez introduit la question tout à l'heure, chère madame, et même si ce qui caractérise la situation actuelle, c'est à vrai dire, je ne veux pas le dire à mes amis français, compte tenu de ce mouvement perpétuel de ministres à l'éducation nationale, n'est-ce pas? C'est à vrai dire une valse hésitation entre des perceptions idéologiques qui peuvent être très différentes et qui s'opposent même les unes aux autres. Alors, historiquement parlant, par rapport à ce que l'on avait pu dire, n'est-ce pas, de cette perception de l'éducation de l'enfant, et je tiens à rendre hommage ici à la psychanalyse, parce qu'il y a d'abord eu, et ça nous a marqué, nous, juristes, y compris dans les textes juridiques et dans les décisions des magistrats, il y a d'abord eu une meilleure compréhension des processus psychiques qui permettent à un enfant de grandir, je reprends une nouvelle fois une expression de Jean-Pierre, de grandir et de se socialiser, et plus particulièrement les processus d'attachement, d'identification
et de séparation-individuation. C'est en ayant pu s'attacher à ses parents et en s'identifiant à eux dans un contexte affectif et éducatif structurant que l'enfant peut construire son sentiment de sécurité psychique et son sentiment d'identité qui, après qu'il aura pu aussi s'individuer en se séparant, lui permettront de devenir un adulte responsable et, redisons le mot, un adulte civilisé. Pareille compréhension des processus psychiques de l'institution d'un citoyen en devenir a certainement imprégné à l'époque, nous sommes après la Seconde Guerre mondiale, la rédaction d'importants textes juridiques internationaux. Je vous lis un extrait du principe 5 de la Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959. L'enfant doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents, et en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle, l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. C'était en quelque sorte la consécration dans les textes juridiques du processus d'attachement. Le pacte international, c'est un texte à des yeux fondamental auquel je reviens très fréquemment, parce que là on se trouve devant un texte, n'est-ce pas, qui était un traité ouvert à la signature des États membres. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale de l'ONU, proclame en son article 23 que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société. On est toujours dans cette perspective d'institution, n'est-ce pas, de la citoyenneté, de cette perception, comme je la présentais tout à l'heure, du fait que nous sommes liés les uns aux autres et que nous avons tous une responsabilité par rapport à l'intérêt général ou ce qu'on a parfois appelé le bien commun. Et même encore, dans le préambule de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui est maintenant celle qu'on cite en permanence, adoptée le 20 novembre 1989, on peut lire « La famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier de ses enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté. » C'est de nouveau une perspective que j'appellerais sociétale, civique, n'est-ce pas, en reconnaissant la famille et donc l'éducation des parents comme un des vecteurs de ce qui pourrait nous aider à vivre les uns avec les autres. C'est que, alors je viens de citer là un certain nombre de textes, et ça mérite peut-être une clarification au niveau de la chronologie, parce que c'est effectivement en parallèle, n'est-ce pas, à l'époque où l'ONU avait été investie de sa mission d'organisation des nations qu'on a appelées unies, on peut en désespérer aujourd'hui, n'est-ce pas, que ces instances ont considérablement contribué à développer la perception de ce que l'on a alors appelé, depuis 1924, les droits de l'enfant, avec, n'est-ce pas, l'imprécision qui peut exister à propos de ce terme, et qui était en réalité, dans la perspective d'origine, les besoins spécifiques des enfants. C'est probablement largement méconnu, mais il y a eu effectivement successivement 3 textes relatifs aux droits de l'enfant. Et la lecture de ces 3 textes, à laquelle je ne peux que vous inviter, espacés donc de 65 ans au cours du XXe siècle, permet de mettre en lumière l'évolution qui s'est produite dans les idées et dans le discours politique. Le premier texte est donc celui qu'on a appelé la Déclaration de Genève, du 26 septembre 1924, adopté à l'époque par ce qu'était la Société des Nations. Il contenait 5 articles. C'est un texte relativement court, dont le 5e, lorsque je l'ai découvert ou redécouvert, je me suis dit, il y a quand même là quelque chose, n'est-ce pas, qui mériterait d'être rappelé à tous. N'est-ce pas, il contenait 5 articles, dont le 5e était encore tout imprégné de cet objectif de citoyenneté qui avait jusque-là été affirmé haut et fort. Voilà le texte. L'enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités devront être mises au service de ses frères. Lorsque je disais tout à l'heure que certains trouveront peut-être ça désuet, n'est-ce pas, ou que quelque part on l'a oublié,
il y a quelque chose d'extrêmement fort dans ce principe qui était présenté comme précisément un droit de l'enfant. Le second texte est donc celui de la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 20 novembre 1959, donc après-guerre, dont je vous ai déjà lu un extrait du principe numéro 5. Mais on y retrouve encore, nous sommes en 1959, l'objectif de socialisation qui avait été considéré au cœur du processus éducatif. En effet, dans son principe 7, cette déclaration énonce que l'enfant doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité des chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales et de devenir un membre utile de la société. Rien n'avait, je dirais, changé par rapport au texte de 1804 que j'ai commencé par vous lire. Le troisième texte, c'est celui qui, depuis lors, fait loi aujourd'hui et auquel on se réfère désormais parce qu'on a oublié les deux précédents, et c'est parfaitement compréhensible puisqu'ils ont disparu, n'est-ce pas, au niveau juridique dans les oubliés de l'histoire. C'est donc cette convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 20 novembre 1989. Alors, à la différence des déclarations précédentes, n'est-ce pas, parce que les déclarations et les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, de l'Assemblée générale, à la différence du Conseil de sécurité, ce que le Conseil de sécurité, lorsqu'il parvient à le décider, est obligatoire, est un texte à connotation, n'est-ce pas, juridique obligatoire. Les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU sont des recommandations qui n'ont pas de force contraignante. Mais, à la différence donc des deux premières déclarations, la Convention, c'est pour ça qu'on l'appelle une Convention relative aux droits de l'enfant, est un traité international qui est donc soumis à la signature de tous les États membres, qui peuvent être ratifiés par tous les États membres, et à partir du moment où les États membres ratifient un traité international, il devient obligatoire, non seulement dans les relations entre les États, mais même à l'intérieur, n'est-ce pas, des États. Et comme chacun le sait, cette convention a été ratifiée par tous les États du monde, à l'exception des États-Unis. Il est difficile, oui, parce qu'il refuse la disposition qui interdit d'appliquer la peine de mort aux enfants. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont refusé, n'est-ce pas, de ratifier ce texte, en tout cas jusqu'à présent. Il est difficile d'interpréter correctement ce texte, car compte tenu de l'ambiguïté de ces termes et d'une certaine contradiction entre son préambule, dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure, et les nombreux articles qu'il contient, on peut, cela c'est mon point de vue, et ne sera certainement pas partagé par tous, on peut lui faire dire tout et son contraire. Mais il faut bien reconnaître que dans nos sociétés occidentales, n'est-ce pas, on y a de plus en plus souvent lu une expression d'une vision que j'appellerais individualiste de l'éducation d'un enfant, qui correspond assez bien au retournement résolument individualiste qui s'est opéré en Occident à la fin du XXe siècle. Qu'est-ce qui caractérise cette vision individualiste de l'éducation d'un enfant, dans laquelle vous vous retrouverez, parce que c'est ce que vous entendez pratiquement tous les jours, non seulement, n'est-ce pas, dans les circulaires administratives, mais aussi dans les médias, et qui nous éloigne progressivement de cet objectif de socialisation qui avait prévalu jusque-là. Qu'est-ce qui caractérise donc cette vision ? 1. Chaque enfant, et a priori, nous allons tous souscrire à cette vision, chaque enfant est un être singulier, qui doit être respecté pour ce qu'il est et dont il y a dès lors lieu d'appréhender les aspirations et de développer les potentialités qui lui sont spécifiques. 2. L'éducation doit par conséquent avoir pour premier objectif de favoriser l'épanouissement, c'est le terme qui est utilisé maintenant presque en permanence, l'épanouissement de la personnalité propre de l'enfant au lieu de le soumettre à des prescriptions communes à tous. 3. Un enfant dispose déjà d'un ensemble de compétences qui lui permettent de disposer d'un champ d'autonomie pour décider lui-même de ce qui est bien pour lui. On trouve effectivement dans ces considérations la
le programme individualiste de nos sociétés occidentales que Robert Dany Dufour avait d'ailleurs qualifié mercredi après-midi d'amour de soi. Donc ce programme qui est en réalité un programme d'émancipation d'un individu libre a priori de se déterminer lui-même et de déterminer lui-même la meilleure manière de concevoir et d'organiser son existence. Et ce programme pourrait donc, ou même selon les points de vue devrait, déjà être mis en œuvre dès l'enfance et l'adolescence. Alors si j'ai évidemment dit un individu a priori libre, je fais écho bien sûr à ce que Alain Hérali nous a expliqué tout à l'heure, parce que libre de prendre un certain nombre de décisions, en tout cas de consommer, ou en tout cas un certain nombre de décisions, par exemple par rapport à des choix de vie, comme on dit parfois dans le langage juridique, ou à son corps, n'est-ce pas, mais libre finalement de tellement peu d'autres choses, tellement, n'est-ce pas, les contraintes qui peuvent peser sur notre manière de vivre aujourd'hui sont considérables. Alors je pourrais à ce stade de mon exposé, et je ne serai d'ailleurs pas trop long, n'est-ce pas, dérouler l'ensemble des textes juridiques comme des circulaires administratifs qui traduisent effectivement ce programme, aussi bien, n'est-ce pas, dans les textes relatifs à la protection de l'enfance que dans les textes relatifs aux missions de l'école. Je pourrais dérouler ici tout le code de l'enseignement de la communauté française de Belgique ou tout votre code de l'enseignement à vous, n'est-ce pas. Je retiens simplement, je vais retenir deux textes, simplement, à titre d'exemple, mais ce premier, évidemment, est significatif puisqu'il sort de la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est l'article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui est relatif aux droits de l'enfant à l'éducation. Et cet article commence comme ceci. Les États parties considèrent que l'éducation de l'enfant doit viser à, premièrement, alors je ne vais pas vous lire le deuxième, le troisième, le quatrième, parce qu'on n'aura pas le temps, et puis je voulais surtout mettre l'accent, n'est-ce pas, sur ce que je l'appelle ce retournement individualiste, et il faut reconnaître que dans les points 2, 3, 4, 5, il y a encore une référence, puisque je vous ai dit que ce texte est ambigu, parfois contradictoire. Mais la manière dont premièrement est formulé est tout à fait significative. Donc, premièrement, l'éducation doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité. C'est donc comme si, d'emblée, ça rejoint un petit peu, évidemment, mon intervention d'hier qui a peut-être été mal comprise, parce que je ne parviens pas réellement, personnellement, à considérer qu'on aurait en quelque sorte de manière innée, n'est-ce pas, des dons ou des aptitudes mentales et physiques. En tout cas, personnellement, je n'en avais aucune. Et elles m'ont été toutes, si j'en ai quelques-unes, données par l'éducation que j'ai reçue. Mais voilà, on part de cette idée, et de nouveau, ça n'est pas, comment dirais-je, inexact. Les instituteurs peuvent effectivement déceler parmi les enfants qu'ils accueillent des potentialités différentes. C'est tout à fait exact. On ne peut pas nier non plus cette réalité-là, qui leur sont déjà en partie d'ailleurs données. Mais toujours est-il que c'est cela, ou ce devrait être cela dorénavant, l'objectif premier de l'éducation. Et comment dirais-je, nos anciens maîtres d'école ont un peu de difficulté à s'y trouver. Et puis, un peu au hasard, je prends un autre exemple, n'est-ce pas, d'un autre texte de votre législation française, c'est la loi du 27 juin 2005. Alors, c'est intéressant parce que c'est celle qui édicte la politique de la petite enfance. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre qu'on vient de publier un référentiel, n'est-ce pas, sur ce que devraient être les objectifs de l'éducation de la petite enfance. Il faudra analyser ce texte, parce qu'il vient de faire l'objet, précisément par Caroline Goldman, d'une critique assez vive, parce que précisément, mais déjà en 2005, qu'est-ce que l'on disait? Que la politique de la petite enfance a pour but de favoriser le développement physique et psychique de l'enfant. Bien sûr, évidemment, on ne sait qu'être d'accord, mais de permettre son épanouissement, la petite enfance, et de garantir son bien-être. Alors, bien sûr, le bien-être, il vaut toujours mieux être bien avec soi-même que mal avec soi-même. Et les jeunes qui sont mal aujourd'hui avec eux-mêmes, on sait que c'est difficile. Mais garantir son bien-être, et j'ai envie d'ajouter, et son bien-faire, où est-il? Donc, on ne peut pas mieux exprimer, me paraît-il, à travers un texte comme celui-là, ce qui est devenu un programme éducatif centré exclusivement, ou en tout cas principalement, sur la seule personne de l'individu enfant. Encore une fois, on peut comprendre qu'un tel programme puisse susciter l'enthousiasme
car il paraît être tout entier orienté par le souci du respect de la personne de chaque enfant. Mais, et voilà ma question, que reste-t-il alors de l'objectif qui avait prévalu jusque-là, de la socialisation de l'enfant et de son institution comme citoyen? Et effectivement, depuis lors, en référence le plus souvent aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, dont on a pu considérer, même si ce n'est pas clair, qu'elles entendraient favoriser l'exercice par l'enfant lui-même de ses droits et la détermination par l'enfant lui-même de ses besoins. D'autant, même si, encore une fois, de mon point de vue, le texte ne dit pas cela. Et il y a même des dispositions de la Convention qui rappellent la responsabilité éducative des parents et de la société. Mais, entre-temps, pareille interprétation, et cela pose un problème au niveau de la formulation des règles de droit, pareille interprétation est stimulée par les recommandations, les très nombreuses recommandations, on en est maintenant, je crois, à l'observation numéro 23 ou 24, n'est-ce pas, que le Comité des droits de l'enfant, qui a été créé par la Convention, n'est-ce pas, promeut, parce que ce sont, en réalité, j'ai essayé de m'interroger, et ce sont d'ailleurs des professeurs de droit, n'est-ce pas, qui composent essentiellement ce Comité des droits de l'enfant, qui dirige des centres des droits de l'enfant dans des universités mondiales. On y trouve très peu de psychiatres et de psychologues, n'est-ce pas? Mais donc ce comité des droits de l'enfant promeut de manière récurrente la possibilité pour les enfants et a fortiori les adolescents, mais c'est même parfois très jeune, de participer aux décisions qui les concernent, comme par exemple dans les procédures judiciaires en divorce de leurs parents, même, et là je dois dire que personnellement cela m'a étonné, même lorsque les parents sont entièrement d'accord, les juges sont maintenant obligés de convoquer, de dire à l'enfant, de lui permettre de venir s'exprimer à propos de l'accord que ses parents ont conclu. Alors, une nouvelle fois, c'est extrêmement difficile tout cela. Moi, je suis un homme qui cherche la nuance dans ce que j'explique, n'est-ce pas? On peut évidemment imaginer que des parents qui sont en grande difficulté de se centrer sur les besoins de leur enfant s'accordent entre eux sur des solutions qui ne correspondraient pas à ce qu'un enfant aurait exprimé. Donc, tout cela peut se justifier. Mais au niveau, je dirais, de la place qu'un enfant occupe par rapport à ses parents, lorsqu'il vient dire à un juge qu'il n'est pas d'accord avec ce que les parents ont décidé pour lui, il y a là quelque chose qui, inévitablement, disqualifie, n'est-ce pas, l'autorité parentale ou délégitime en quelque sorte la responsabilité parentale. Ou alors, parce que cela c'est évidemment encore plus significatif, n'est-ce pas, lorsque ce comité des droits de l'enfant promeut la possibilité pour les enfants de devenir les acteurs des décisions qui les concernent. Par exemple, en matière médicale, en matière scolaire, en matière religieuse, sur les réseaux sociaux. En Belgique, le texte qui a été adopté, tout cela, c'est le discours politique actuel. C'est 13 ans, c'est 13 ans la liberté pour les enfants. Donc on a abaissé l'âge par rapport à l'âge de 16 ans qui se trouve dans le RGPD. Donc, mais encore une fois, ça c'est un discours politique qui est présenté comme effectivement progressiste. 13 ans, liberté totale de l'enfant, n'est-ce pas, de s'identifier sur les réseaux sociaux. On va revenir en arrière, il y a des projets pour revenir à 15 ans. Mais donc, voilà par exemple un exemple précisément d'un enfant acteur, n'est-ce pas, de ses comportements. Et je ne dois évidemment pas évoquer ici, n'est-ce pas, ce que l'on appelle aujourd'hui l'autodétermination de l'enfant par rapport à son genre et à une possibilité de changement de sexe ou de traitements médicaux, y compris même, semble-t-il, tout cela n'est pas clair, mais sans l'intervention de leurs parents. D'autant que, et je vais terminer par là parce que, exactement comme Jean-Pierre, lorsqu'il nous a évoqué le colloque qui s'était tenu à Limoges ou à Poitiers, à Limoges, n'est-ce pas, je suis tombé par hasard, non pas par hasard, parce que je recherchais, j'en avais entendu parler, je voulais avoir des informations plus précises, n'est-ce pas, d'autant que sur la lancée de pareilles nouvelles perspectives qui recueille, reconnaissons-le, une forte adhésion. Mais ça renvoie un peu, n'est-ce pas, à tout ce que vous avez mis en évidence, cher Gérard. Je me permets de vous appeler Gérard parce que je ne pourrais plus vous appeler autrement après, n'est-ce pas, ce que nous avons pu vivre ensemble. C'est développer aussi un discours qui remet en cause la situation d'asymétrie et présentée dès lors comme d'inégalité entre les adultes et les enfants. Ce discours dénonce ce qu'il appelle l'adultisme. C'est en réalité le mot qui est le plus souvent utilisé, l'adultisme, qui aurait consisté, sur le modèle du patriarcat
ou du colonialisme, n'est-ce pas, a organisé, on a presque envie de dire délibérément, la domination, voire l'oppression exercée par les adultes sur les enfants. L'adultisme, ce serait donc ce pouvoir qu'au prétexte de la vulnérabilité ou de l'immaturité des enfants, les adultes ont pris et continuent à prendre sur eux. Sans doute, et comme quoi tout doit être nuancé. Je n'en ai pas encore parlé jusqu'à présent, je le glisse ici, j'aurais pu le glisser auparavant, n'est-ce pas? C'est évidemment une problématique dont on n'a que trop récemment mesuré l'ampleur, celle des violences, des sévices, des traumatismes que des enfants peuvent subir au sein de leur famille, mais aussi dans des institutions auxquelles ils sont confiés. On en parle presque maintenant systématiquement dans tous les médias. Et effectivement, des abus dont des enfants ont été victimes sont pléthores. Et donc, il y a eu, et il y a toujours, une forme d'oppression qui peut être exercée sur les enfants. Et c'est assurément la responsabilité de l'État et d'une manière générale de la société de protéger les enfants à l'égard d'adultes défaillants et même délinquants. Il reste qu'un programme qui entendrait libérer les enfants de toute relation d'autorité est évidemment, j'ai envie de dire évidemment, lui-même problématique, car c'est le principe d'une autorité susceptible d'être exercée à l'égard de l'enfant qui est récusé, et qu'il y a alors par là, cette fois-ci, sans aucune, n'est-ce pas, hésitation, à le dire et à le reconnaître, une disqualification de ce qu'on avait appelé jusqu'à présent l'autorité parentale. Je vous lis rapidement, je vais terminer par là, n'est-ce pas, l'un ou l'autre extrait d'une publication sur l'adultisme destiné aux jeunes, à destination des jeunes, n'est-ce pas, qui est disponible sur Internet. 4 extraits. Il y en a des tas d'autres qui seraient significatifs. Au sein de la famille, les enfants sont totalement dépendants de leurs parents. La plupart du temps, ce sont les parents qui dictent quand et où les enfants doivent faire quelque chose. Par exemple, se lever, aller se coucher, manger, jouer, apprendre ou avoir du temps libre. Domination. L'adultisme joue également un rôle important à l'école. Les enseignants ont beaucoup de pouvoir. Ils peuvent décider de presque tout ce qui se passe dans la salle de classe. Ils décident de ce que les élèves apprennent. Où et quand ils jugent les élèves et leur donnent des notes. Domination. Et alors cette phrase-là, ça c'est encore plus extraordinaire, mais nous avons tellement besoin à ce niveau-là des psys et des psychiatres. L'âge ne dit pas grand-chose sur ce qu'une personne sait ou peut faire. Alors ça commence quand ? Et enfin, le programme, les enfants ne seraient plus traités comme des êtres inférieurs, mais comme des égaux. Les enfants pourraient participer aux décisions partout. Les enfants et les adultes seraient alors, on a presque envie de dire enfin, partenaires. Il n'y aurait plus d'éducation, mais des relations. Eh bien, voilà. C'est ça le mot. Voilà où nous pouvons en arriver aujourd'hui, étant entendu qu'il n'y a là que l'exacerbation de ce qu'a pu représenter effectivement l'idéal de l'émancipation de chaque être humain, des oppressions qui ont caractérisé l'histoire de l'humanité. Même si dans cette aventure, parce que je crois qu'on peut la qualifier d'aventure, là, qui nous est préconisée, le risque est, j'ai presque envie de dire à nouveau, évidemment, que les parents comme les enfants se trouvent en réalité piégés par l'autorité, je peux ajouter l'emprise du marché et par les rapports de séduction qui s'y déploient, comme il en est notamment de la soumission aux écrans. Alors, vous aurez compris que j'ai présenté ma contribution sous la forme d'une question. L'autorité parentale est-elle encore civilisatrice ? Est-elle encore une institution sociale comme elle l'avait été jusqu'à présent, qui, a fortiori bien sûr, si elle est exercée dans le respect de l'enfant, contribue et peut même contribuer largement à leur santé mentale. Si nous le pensons, c'est alors notre responsabilité, comme celle d'un colloque comme celui-ci, d'expliquer pourquoi et comment, et
pour le pouvoir politique de le traduire clairement dans nos règles de droit. Merci infiniment, Jean-Louis. On dirait que vous venez de nous raconter l'histoire d'une dédifférenciation, l'histoire de la perte d'une différence fondamentale. Pierre Legendre a martelé sous toutes ses formes, dans toute son œuvre, les parents ne sont pas les enfants. Les parents ne sont pas les enfants. Apparemment, cette différence... Les enfants sont pas les parents. Et les enfants ne sont pas les parents. Et vous nous racontez l'histoire d'une sorte de retournement, comme si une sagesse évidente s'était effondrée, que vous datez à peu près, et c'est tout à fait important. Pas seulement la perte d'une différence, une sorte de retournement, avec aujourd'hui des lois qui tentent à être promulguées par des parents identifiés aux enfants. Et ça, c'est un travail pour nous, me semble-t-il, un travail qui convoque les psychanalystes d'aujourd'hui, parce que d'abord, des parents incapables de s'identifier à leur père, c'est l'œuvre qui obsède Jean-Pierre ici présent, la rupture dans la transmission de l'identification paternelle, et de quoi est faite cette identification à l'enfant, mais à un enfant fantasmé, persécuté. Les enfants réels, enfin tout ça c'est des concepts, les enfants réels sont eux évidemment les premières victimes de ce retournement puisqu'ils n'ont plus de parents. Ils ne jouissent plus de protection. Vous avez parlé d'adultisme. Le hasard fait que j'ai reçu hier sur mes mails un courrier transmis par Caroline Eliachev et Céline Masson, qui, vous le savez sans doute, s'intéressent au phénomène d'épidémie de demande de changement de sexe chez les mineurs, assortie de la complaisance de la médecine et de la complaisance du droit, ce qui donne des mutilations sauvages chez des mineurs. Et ce message parlait non pas de l'adultisme, mais de l'enfantisme. Tenez-vous bien, les enfants ont fait semblant d'ignorer les capacités érotiques de l'enfance, ce qui est, excusez-moi, mais enfin depuis Freud, on les connaît, hein, les capacités érotiques de l'enfance, mais comme un avènement. Au nom de l'innocence des enfants, ces propositions, au nom de la lutte, de l'émancipation de l'innocence des enfants, ces propositions sous le nom d'enfantisme proposent une sorte de pédophilie légale et consensuelle. Si je comprends bien, l'enfantisme, ce serait le contraire de l'adultisme. De l'adultisme. C'est ça, c'est de favoriser, oui. L'émergence de l'autonomie de l'enfant. Oui, sauf que la conséquence en est de livrer les enfants au nom de leur supposé consentement et demande à eux-mêmes à la pornographie pédophile. Absolument. Voilà. Je voulais savoir ce que vous dit ce sentiment de retournement. Et je n'aurais qu'un seul mot qui rejoint ce que Gérard nous a dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est dans l'ordre du déni. Il y a quelque chose qui est dans l'ordre du déni parce que le déni aujourd'hui est probablement, et c'est ce qui m'inquiète le plus, nous sommes attachés à notre confort. C'est effectivement, reconnaissons-le, très agréable pour, en tout cas, les populations favorisées de vivre dans notre société occidentale. Et donc, on peut se permettre de pratiquement tout dénier, y compris, je le crains quand même, que nous soyons entrés dans la Troisième Guerre mondiale. Non pas nécessairement une guerre qui impliquera l'invasion de toute l'Europe, mais une guerre qui, n'est-ce pas, s'est menée à tous azimuts sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan de l'envahissement, je dirais, par des puissances tyranniques de nos esprits, de nos réseaux de communication. Enfin, les exemples
exemple, on les apprend maintenant tous les jours, les drones encore qui viennent n'est-ce pas, de survoler le Danemark. Donc nous sommes agressés de partout, mais nous préférons. Pour moi, personnellement, je trouve que notre responsabilité, au-delà de tout ce que nous réfléchissons sur la civilisation, c'est même de maintenant mobiliser nos populations européennes sur le fait qu'on va devoir faire des efforts considérables pour résister à cette nouvelle guerre mondiale, y compris en payant un prix économique. Mais effectivement, on peut considérer que c'est peut-être quand même aux riches à payer d'abord, mais pas simple. Oui, Jean-Pierre. mais comme d'habitude, évidemment, avec Jean-Louis, on a toujours un éclairage très direct sur une évolution, et en même temps, on entend bien. Je voudrais reprendre un point, parce que tu as évoqué une seule fois le mot récusation. Oui. Je trouve qu'on va en parler cet après-midi, mais je trouve que cette affaire des récusations est très importante à identifier. Parce que vous savez d'ailleurs que les psychanalystes cherchent les états limites, les psychoses ordinaires, comme on l'appelle dans certains. Enfin, il y a plein de dénominations pour désigner ça. Mais je pense que ce terme de récusation, c'est grâce à un ouvrage d'ailleurs qui est sorti là, on en parlerai aussi un peu cet après-midi, mais ça indique bien quelque chose qui se passe quand on a tellement de force pour pouvoir contester aujourd'hui, que du coup, on peut même aller au point suivant, qui consiste à avoir la légitimité de récuser la loi, l'interdit. Et je pense que les effets de violence actuellement que l'on voit massivement, donc particulièrement d'ailleurs aussi à Clermont-Ferrand, ne sont pas en rapport avec cela, avec ce fait que le jeune peut aujourd'hui avancer dans son évolution, en ayant perdu les repères comme tu les as repérés toi-même, mais aussi avec une possibilité d'une légitimité de récuser. Comme il peut récuser le devoir d'aller à l'école, comme il peut récuser le devoir de se lever le matin, comme il peut récuser... Et c'est une position de force qui est à la fois un déni, mais qui n'est pas seulement qui est autre chose que le déni, qu'on devrait essayer de repérer avec plus de justesse, je trouve. Parce que c'est une mécanique qui, à mon avis, est très active, sans qu'on l'ait encore bien identifiée. Mais elle permet de comprendre pourquoi certains, du coup, se permettent des violences tout à fait inédites. Parce que c'est pas que le nom du père, ou c'est pas que le père ne soit plus dans la tête, qu'il ne soit pas fort clos, mais il n'est plus opérant. Il n'a plus aucune légitimité pour opérer. Ben voilà, ça va faire l'occasion certainement du travail de l'après-midi. Mais je voulais le dire en lien direct avec ce que tu amènes. Merci beaucoup, ça nous fait du bien d'entendre ça, même si c'est vrai que c'est l'histoire mais de penser que on a quand même construit beaucoup de choses sur ce code Napoléon qui est arrivé après un moment où vraiment, je pense que la loi était en très grand danger. Enfin bon, je pense que tout le monde sait, mais on ne le dit pas, que le mot autorité vient du verbe augéo. Ça veut dire augmenter, faire croître. Et on ne peut pas se passer de se faire croître. Et puis, deuxième point, on parle d'émancipation. Et j'avais lu un jour que dans l'histoire d'Édipe, il tue le père, mais il ne va pas pouvoir... il n'y aura pas l'épreuve qui qualifie. Autrefois, il y avait des épreuves qualifiantes pour être adulte. Et là, maintenant, on parle d'émancipation. Mais l'émancipation, c'est donné juridiquement par les parents, n'est-ce pas? Autant que je sache. Et qu'est-ce que ce mot vient faire dans le devenir adulte? Il nous manque un mot, certains ont gardé le mot initiation, mais ces épreuves qualifiantes qui font que l'enfant saura que c'est bien lui qui vit et pas qu'il a volé la liberté, si je puis dire, qu'il l'a arrachée de travers
et qui rendent les gens violents, alors que dans l'épreuve qualifiante, il y a un appui sur soi-même et sur la reconnaissance de la société qui dit oui, tu es grand, je vois que tu es capable de. Eh bien, cette étape-là, moi, ça me réveille à chaque fois qu'on dit émancipation. Oui, alors, donc, ce qui est troublant pour quelqu'un comme moi, je dis comme moi parce que, effectivement, comme je l'ai expliqué, j'ai enseigné au début de ma carrière à mes étudiants un droit de la famille qui était exactement l'inverse de celui que j'ai enseigné à la fin de ma carrière, puisqu'il s'était retourné complètement et qu'il partait de l'individu à l'avenir au lieu de partir de la société, parce que c'est vraiment cela le retournement. Le petit avantage qu'un juriste a, par rapport à tout ce que vous nous expliquez, mais évidemment, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que vous expliquez, mais le petit avantage que le juriste a, c'est qu'il a des textes sous les yeux qui expriment le discours politique. Et il a au surplus la lecture dans les documents de l'Assemblée nationale ou de la Chambre en Belgique, il a le discours politique sous les yeux. Et ce qui est tout à fait troublant, n'est-ce pas ? Enfin, c'est pour ça que je parlais de déni. Ce qui est tout à fait troublant, c'est qu'il y a un mouvement extrêmement puissant, et encore une fois, moi je tends à le comprendre, qui présente cela comme un progrès considérable, C'est-à-dire, le mot émancipation vient du discours politique, c'est eux qui emploient ce mot-là. Hein. C'est que enfin, on pourrait même employer le mot libération. On libère les enfants de toutes les oppressions qu'ils ont vécues de la part des adultes, et dès lors, leur parole doit être entendue. Alors, mais je rejoins tout à fait, mais cela c'est ma conception qui est sans doute dépassée de l'éducation d'un enfant, c'est que ce sont les parents qui sont les mieux placés pour petit à petit libérer leur enfant. Je prenais l'exemple, n'est-ce pas, d'autant plus que j'ai des petits-enfants maintenant, et c'était très intéressant d'observer leur développement, mais c'est exactement l'image du parent qui apprend à son enfant à marcher. Par petit à coup, il va progressivement enlever la main. D'abord, il apprend à marcher avec la main de l'adulte. C'est pour ça que les termes qui étaient utilisés dans ce texte de 1804, pour moi, sont magnifiques. Il va continuer à lui donner la main. Et puis, il va le lâcher, mais il est toujours là pour reprendre la main dès que l'enfant risque de trébucher. Et puis un jour, et ça c'est un miracle, je ne sais pas si on peut l'appeler de la nature, monsieur Ray, c'est un miracle, c'est que tout d'un coup, il parvenir à marcher sans que les adultes... Et ce sont les adultes qui libèrent ce moment-là, qui sont capables de... Eh bien, cela peut se réaliser pour tout, pour la formation morale, pour la formation civique, pour l'apprentissage des règles, c'est ça l'émancipation de l'enfant, ça c'est ma perception. Fin. Très bien. C'est toute la différence entre un maître et un gourou, parce que le gourou, il l'a servi à son emprise. Je disais, c'est toute la différence entre un maître et un gourou. Un gourou a servi à son emprise. Un maître, il enseigne quelque chose jusqu'au moment où l'enseigné, le disciple, prend son chemin propre. Et on reconnaît un vrai maître de ce qu'il permet à celui qui a été son disciple de prendre son chemin propre. Et c'est... Mais, pardon si je reprends la parole, mais si ce sont encore les parents qui libèrent des parents... Qui libère les enfants. Non. Ah oui. Les parents, je te libère, mon fils, de moi. Mais non, c'est lui qui se libérera. Ne me libérez pas, je m'en charge, disait je ne sais plus qui. Il y a le moment où les parents ne pourront pas libérer leurs enfants parce que c'est à eux de le faire. Et ça comporte ce qui veut être dit quand on dit non. C'est tellement essentiel pour un enfant qu'un jour ils disent non. Voilà. Et donc c'est pas seulement quelque chose de progressif et de beau et d'agréable et la main qui s'éloigne mais qui est quand même là. Un jour, il ne voudra même pas qu'il y ait une main pas loin. Et ça aussi, ça fait partie du devenir adulte. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est... Ah, pardon, non, c'est parce que je voyais fin. Mais c'est toi qui clôture. Non, vous alliez... Non, pas du tout. Moi, j'ai terminé. Non, je voulais juste faire deux remarques. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce symptôme
apparaît alors que les parents ne sont pas majoritairement des oppresseurs. On a le sentiment que ce n'est pas exactement ça la question, et que jamais, par exemple, le droit de la famille n'a été aussi peu contraignant. Je voulais aussi rebondir sur ce que le mot de récusation, parce que dans votre exposé, Jean-Louis, en fait, vous nous en avez appris plusieurs des récusations de mots. Autorité disparaît, responsabilité apparaît. C'est pas mal, responsabilité, mais ça ira plus loin. La loi disparaît, convention apparaît. Le sexe disparaît, le genre apparaît. La morale disparaît, l'éthique apparaît. Voilà, je voulais savoir si ça vous disait quelque chose, ces récusations de mots et l'apparition d'autres. Oui, enfin, je n'ai pas employé. C'est-à-dire que c'est effectivement, moi, plutôt la perception d'une déconstruction. Hein, là, ça rejoint quand même tout ce qui nous est expliqué par le wokisme. Il y a une forme de déconstruction, et ça rejoint, quelqu'un le disait hier, des fondements. Des fondements. Je ne sais plus qui nous a parlé hier des fondements, mais une espèce de déconstruction progressive. Et donc, plus encore qu'à travers les termes, c'est carrément l'institution. C'est l'institution qui doit être déconstruite parce qu'elle serait par nature oppressante. Or, c'est là que se trouve le déni, parce qu'au contraire, l'institution est destinée à libérer, hein, entre le fort et le faible. La liberté opprime et la loi libère. Quoi ? Là, oui, je crois. Oui, je ne sais plus. L'accordé. Oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup. On continuera de parler de cette